Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et salut à tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, je reçois un épisode tout à fait spécial. On est sur la semaine du podcaston et je reçois Anne Medina pour l'association La Forêt Retrouvée. Bonjour Anne, je suis ravi de vous accueillir ici. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Moi aussi, je suis vraiment ravie d'être avec vous. On va passer un moment ensemble pour que vous nous parliez justement de cette association qui est très importante dans votre vie. Mais avant ça, je vais vous demander le petit truc un petit peu complexe qu'on n'est pas toujours faire dans un podcast, c'est de vous présenter Anne et de nous parler un peu de vous. D'accord, mais écoutez, je vais m'y essayer. Donc j'ai 56 ans, 57 bientôt. Je suis actuellement donc directrice des opérations à La Forêt Retrouvée, mais c'est vrai qu'au départ, je viens plutôt du monde juridique et littéraire, puisque j'ai d'abord fait mes études en littérature du XVIe siècle et puis dans le droit de la propriété intellectuelle. Donc, à l'époque, c'était des diplômes qui s'appelaient DEA, qui n'existent plus, qui sont des Master 2 maintenant. Donc c'est vrai que j'ai commencé vraiment dans un univers qui était plutôt centré sur l'écrit, sur la réflexion, sur des choses assez techniques. J'ai commencé d'abord par enseigner. Et puis je me suis tournée quand même assez rapidement vers, on va dire, peut-être les autres, d'une manière un petit peu plus étendue, puisque le droit de la propriété intellectuelle, il y a 30 ans, c'était pas si évident que ça de travailler avec des artistes. Enfin, les modèles, on va dire en dehors de Paris, c'était un petit peu compliqué, mais je voulais quand même mettre en pratique mes compétences. Et je me suis tournée vers le monde des artistes, donc un monde plutôt associatif. D'accord. Et puis, j'ai, on va dire, proposé mes services d'abord dans ces univers-là. Ensuite, j'ai rencontré un de mes amis, qui est devenu un ami par la suite, et qui m'a proposé de monter avec lui un cabinet de consulting, en fait, D'accord. pour les entreprises, voilà. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec sa littérature et sa propriété intellectuelle ? En fait, c'est là que j'ai compris que le plus intéressant, c'était d'accompagner les gens dans les projets qu'ils voulaient mener. Et si c'était un projet d'entreprise, de toute façon, il fallait le conceptualiser, il fallait le rédiger, il fallait l'orienter d'une manière qui permette de proposer les dossiers de financement, de recherche de financement nationaux, européens, auprès des banques, d'une manière qui là aussi le mette en valeur. Il fallait être à l'écoute des chefs d'entreprise. Il fallait aussi donner du cadre au niveau juridique, au niveau réglementaire. Donc finalement, j'ai mis là pour le coup le pied dans le monde de l'entreprise. Enfin les deux pieds là, on y a sauté vraiment à pieds joints parce que on s'est retrouvé face à une réalité de terrain. On s'adressait nous plutôt à de la TPE-PME. En se disant que c'est eux qui avaient pas les plus grandes facilités pour avoir accès aux subventions européennes, à l'époque le FEDER par exemple, ou le FEADER, et que donc on voulait en ressources internes, ils n'avaient pas non plus ce qu'il fallait,
Payer Oui, des cabinets. souvent ils sont pas équipés des partenaires ou des prestataires. Exactement. Il fallait aussi que ils se disent. Alors, ils se disaient souvent le discours qu'on avait, c'était bon, ben c'est pas pour nous. C'est pour les très gros. C'est pour ceux qui peuvent payer des cabinets qui étaient Les déjà honoraires. voilà avec des honoraires particulièrement élevés. Donc nous on était sur ce créneau-là, bon, qui était un petit créneau, mais qui nous a permis, et pour moi c'était des expériences incroyables parce que on pouvait être aussi bien avec quelqu'un qui fabriquait des pâtes fraîches que quelqu'un Ouais, qui conditionnait, que quelqu'un qui était tout mis secteur, qui quoi. faisait de la farine. Voilà, on était essentiellement quand même dans l'agroalimentaire et l'industrie. D'accord. Parce que ce sont des secteurs où il y avait beaucoup d'aides, notamment à l'époque. Ce secteur-là, vous voyez là, c'était vraiment les deux pieds dans le monde de l'entreprise. On est resté aussi dans le monde plus artistique pour tout ce qui était comité de pilotage pour des collectivités. Donc, par exemple, D'accord. pour mettre au point des supports visuels, des dépliants touristiques. Voilà. J'ai Ok. fait aussi un petit tour du côté des municipalités parce que j'ai été aussi élue à une époque et j'ai vraiment adoré accompagner les projets sur les territoires. D'accord. Et Ça donne un ancrage territorial très fort qui vous permet d'avoir des actions concrètes, opérationnelles côté terrain. Hein, c'est ça? complètement, c'est très transversal en fait. Voilà. Et là encore une fois, on est dans l'interface. Parce Mhm. que on est sur les complexités techniques et réglementaires d'une collectivité et en même temps on est interpellé dans la rue quand on va à l'école chercher son enfant et qu'on nous dit ah mais je comprends pas là ça marche pas ou là il y a ci ou voilà ou pourquoi la cantine vous avez pas fait ci ou ça. Ouais, ouais. Donc c'est voilà Ouais, c'est les réalités de la vie, quoi. oui voilà exactement. Moi j'ai toujours aimé finalement je me suis rendu compte le côté terrain. Ouais, ouais. Voilà, même quand j'ai fait des petits jobs d'été, voilà, d'aller sur le terrain, faire des relevés métriques, des choses comme ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. En parallèle, donc pendant plus de 22 ans, j'ai fait des conférences de décryptage de l'actualité politique D'accord. pour des hommes d'affaires et des diplomates qui venaient en D'accord. France et qui avaient besoin vous savez, c'était vraiment le décryptage comme on fait maintenant. Oui. On prend les faits du jour et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça Oui. veut dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la France quand on regarde les gros titres de la journée. Ouais. Voilà. Apporter un éclairage. Bah, vous êtes servi en ce moment avec la situation. Ah là, Je suis un peu écrasée ouais, d'informations, etc. là, Voilà. Mais c'est vrai que voilà, je faisais ça pendant 22 ans, 2 fois par mois à peu près. d'accord. Waouh. Voilà, donc c'était aussi quelque chose qui m'a permis de garder le fil avec. Il y a la vision qu'on peut avoir de soi dans son petit lieu de vie, hein, dans sa commune, Oui, 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 oui. et il y a la vision à une échelle un peu plus grande, région, pays, et puis après, voilà, on peut essayer d'avoir une vision. C'est un côté quand même très, très global tout ça Oui, finalement. Hein. au Oui, final, oui. oui. Au final, oui. Et puis les années passant, on arrive bientôt aux années présentes. Voilà, j'ai pu rentrer à l'Union nationale de l'apiculture française pour prendre en charge le programme national métropole outre-mer de sensibilisation sur les questions de biodiversité. Donc mettre D'accord. en place tous les partenariats, que ce soit avec des entreprises comme Vinci ou Botanique, ou avec des collectivités, communes, départements, régions. Et là aussi, la commune de 500 habitants, mais aussi la métropole comme par exemple Marseille ou Dijon, et puis aussi Monaco. Vous voyez, il y avait tout. Waouh. Ouais. Voilà, il y avait toutes ces échelles. Le grand écart. Voilà. Mais et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, euh, toutes ces personnes-là, on se met autour de la table par rapport à des interrogations, et eh bien, ils avaient souvent les mêmes interrogations. Ils cherchaient tous les mêmes possibilités, solutions, Bien sûr. etc. Et ensuite, j'ai rejoint la forêt retrouvée parce que
Je connaissais aussi le président qui venait de la lancer, qui m'a dit mais pourquoi tu nous rejoindrais C'est pas? une rencontre en fait, ce que vous êtes en train de dire Voilà, là, c'est oui, que après ce parcours comme ça d'années sur on l'a vu à la fois de la politique, des oui, choses, de la littérature, des choses liées à de la pays, propriété intellectuelle, oui, donc des aspects juridiques de la marque, de la protection de oui, marque, etc. oui. Hop, vous avez finalement Les cheminé contrats, jusqu'à cette les rencontre. contrats d'artistes, C'est très voilà. important, hein. Oui. Ça vous a donné un sacré bagage, je dirais, là, pour arriver jusqu'à la forêt retrouvée, mine de rien. En fait, ce qui m'a servi, je pense, peut-être, c'est justement peut-être ce bagage de départ où on peut se dire ah mais si tu fais ça, c'est très spécifique. En même temps, oui, évidemment, je n'ai pas beaucoup réemployé les connaissances de ma littérature du XVIe siècle. Par contre, C'est très particulier. oui, et surtout, je travaillais que sur une toute petite partie en plus qui était liée à l'écriture des femmes à l'époque. Alors, c'était voilà, c'était voilà. C'est de la niche dans la niche. Oui, oui, c'était ça. Ah, ben de toute façon, oui, je crois qu'à l'époque, bon, même si tout n'était pas bien sûr numérisé, on n'était que quelques-uns dans le monde à travailler sur ce type de sujet. Donc, c'était vraiment très, très resserré, très niche. Mais en fait, ce qui est important, c'était pas tant ce sur quoi je travaillais, c'est la manière dont on m'a appris à réfléchir, dont on m'a appris Exact. à Exact. poser les situations, à chercher des solutions, des réponses, à analyser ce que je fais, à comment comment je le mets en pratique. Et tout ça, ça m'a servi tout le temps avec tous les gens que j'ai rencontrés, qui soient justement maire d'une ville de 500 habitants ou ministre dans un gouvernement tchèque, c'est la même chose en fait. Je comprends parfaitement l'approche. Et cette rencontre, cet appel vers la forêt retrouvée, ça va se passer donc avec quelqu'un de votre réseau, un ami que vous aviez. Oui, voilà, un chef d'entreprise que je connaissais et qui était dans le secteur, lui, vraiment de la communication, D'accord. essentiellement à l'époque pour moi, parce que je n'en savais pas beaucoup plus, mais avec qui j'avais travaillé pour pour la mise en route du site internet de notre programme, on va dire. Voilà. Et en fait, lui, normalement, ne s'occupait pas de ce genre de dossier. Il est dans la direction générale. Mais à titre personnel, il était déjà donc Impliqué. impliqué sur des actions de biodiversité puisque lui-même avait des ruches et que moi à l'époque en 2016 eh bien c'était pour un programme qui se basait sur Ouais. l'implantation de ruches que voilà que je l'avais rencontré. Et les abeilles, c'est super important. Ah ben J'ai déjà vu passer plein de choses qui disent que, attention, si les abeilles vont mal, tout le reste va très mal. ben, c'est pour ça que ce programme s'appelait Abeilles sentinelles de l'environnement, parce Ouais, qu'il y avait l'idée de sentinelle, c'est-à-dire de surveillance de l'environnement, parce que c'est des lanceurs d'alerte en fait. bien sûr. Ouais. Voilà, avec les mortalités. Et à l'inverse, ce sont des marqueurs d'une biodiversité qui va mieux aussi quand ils réapparaissent. D'accord. Donc c'est toujours très intéressant de se Ouais, réintéresser. c'est double sens, quoi. À, Il faut énormément s'en inquiéter quand il y a des hécatombes et que les abeilles disparaissent, etc. Mais c'est aussi de la bonne nouvelle quand elles arrivent et elles se réimplantent quelque part dans un endroit. D'accord. Ok. exactement. Et on parle des abeilles parce que c'est un insecte qui est bon assez vite repérable et puis qui a un capital sympathie. Voilà. Il faut pas oublier tous les autres insectes qui dont on se moque un petit peu et même dont on essaye de se débarrasser la plupart du temps, mais qui en fait sont les mêmes marqueurs et ont aussi à une échelle moindre, mais un impact en termes de positif, hein, en termes de biodiversité. D'ailleurs, peut-être vous connaissez cet exemple, mais moi, par exemple, j'ai cette indication-là, ce souvenir-là. Est-ce que vous vous souvenez, peut-être quand vous étiez enfant, que la calandre de votre voiture pouvait l'été, si vous rouliez la nuit, être constellée d'insectes et voir parfois le pare-brise et que donc on passait du temps un petit peu à gratter ça. C'est quelque chose qui a quand même beaucoup disparu.
C'est vrai. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, j'ai encore récemment fait un long trajet et j'avais assez peu d'insectes D'insectes. et de effectivement sur la grille et Oui, sur le pare-brise. C'est vrai. oui, Ah mais c'est vrai ça. Et c'est pas une bonne nouvelle en fait. non. C'est pas une bonne nouvelle du tout en fait. Non, Ouais. parce que justement, ça veut dire que quand on C'est dit qu'il vrai. y a une baisse énorme de la masse Waouh. d'insectes, eh bien, ça se voit tout simplement comme ça. Ah Voilà, bah ouais, mais alors maintenant, Anne, ça y est, vous m'avez traumatisé. Maintenant que vous m'avez dit ça, ça peut- je revisualise tous mes voyages en voiture et c'est vraiment vrai, ouais. oui. Waouh. Même avec des phares, quoi. C'est-à-dire Ouais, normalement tout à qui fait, ouais, attirent bien sûr. les insectes. J'avais remarqué ça moi aussi. Je me souviens parce que bon, c'est sur tout le continent pour tout le pays. Je veux dire dans tous les pays, dans les continents différents, etc. Mhm, Qu'on mhm. retrouve ce problème-là. Pas forcément toujours avec les mêmes raisons en premier, mais je me souviens dans une zone tropicale un jour de me rendre compte que c'est la nuit, on a des lumières et C'est bon. on n'a aucun insecte. Et c'était très bizarre parce que Ouais, on- ouais, ça, il y avait rien qui volait autour, quoi. c'est ça. Et en fait, au bar, ils m'ont dit ah mais non mais on traite super fort. En fait, ils traitaient comme des bourrins, histoire de dire que les gens ils sont tranquilles au bar, donc ils vont rester pour consommer. Sinon, il y aura des moustiques essentiellement et ils ne Ouais. resteront pas. Waouh. Ok, ouais, bah ouais. Et voilà. Donc il peut y avoir ces situations. Mais Qu'est-ce, bon, alors, racontez-nous, la forêt retrouvée. Donc, cette personne que vous rencontrez, donc je rencontre comment il fait? Lionel Fresnon et là Lionel, Qu'est-ce que la forêt retrouvée, justement? voilà. Alors c'est là où les histoires, voilà, c'est comment? C'est des univers, hein, ouais, Oui, puis c'est des qui rencontres, bougent, c'est qui des se rencontres, rencontrent c'est des croisements, justement. hein. Alors je vais vous raconter juste un peu avant la forêt retrouvée, juste un peu avant Lionel, parce que vous allez comprendre pourquoi Lionel il apparaît là à ce moment-là. En fait, la forêt retrouvée, au départ, c'est une histoire d'amour. Waouh. C'est J'aime bien ça. c'est un Français, Ange Colonna, qui part à Madagascar pour travailler, D'accord. et puis il rencontre une Malgache et ils tombent amoureux et ils décident ensemble, face à l'ampleur catastrophique de la déforestation dans le pays, D'accord. de faire quelque chose, mais quoi? Je vous donne le contexte de Madagascar. C'est un pays qui, depuis les années 50, a perdu 45% de sa forêt. On est presque à la moitié. Sachant que c'est un pays qui est extraordinaire en termes d'espèces végétales et animales, puisque 80 à 90% sont endémiques, c'est-à-dire typiques de l'île et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. D'accord. Voilà, du fait que le continent s'est détaché du fait que Madagascar s'est détaché du continent africain il y a 120 millions d'années. Donc D'accord. Ouais. c'est resté comme ça. Voilà, il y a vraiment un nombre d'espèces qui, justement, sont spécifiques à l'île, mais qui, en plus, sont aussi dans ces forêts-là. Donc, quand on détruit ces forêts-là, on détruit aussi des milliers d'espèces Ouais. qu'on Bah, retrouvera plus ouais. de toute façon. Pourquoi cette déforestation? Parce que la population qui fait partie des populations les plus pauvres du monde, avec Haïti, cherche donc son alimentation, donc cherche à cultiver et pour cela pratique la culture sur brûlis, donc pour le maïs, les arachides, mais aussi pour fabriquer du charbon de bois. Donc brûle aussi la forêt pour avoir du D'accord. charbon de bois qui permet de cuisiner et qui aussi est vendu. C'est aussi une source de revenus. Ouais, donc tout ce qui est bois, forêt se fait complètement. Ça devient une matière première, Ouais, on va c'est dire. une source de génération économique à tous les niveaux, quoi. Exactement. Donc, ils se sont dit, donc Judith et Ange se sont dit, nous on va acheter des terres, puis on va essayer
Réservé. On va se lancer à reforester et à faire aussi des cultures pour que les gens puissent vivre. Voilà. D'accord. Au début, c'était ça. On reforeste, on recrée une forêt là où on est. Donc, ils ont acheté 135 hectares dans la brousse, dans le Buen, au sud de Majanga, qui est une zone, comment dire, alors désertique d'un certain côté, alors que bon, maintenant on voit qu'il y a une amélioration, mais c'était vraiment une zone qui avait été extrêmement transformée, avec un sol qui est devenu très pauvre à force d'être brûlé en continu. Donc avec, on va dire, une difficulté au départ assez importante. Voilà. Ouais, pour faire reprendre ça, c'est compliqué. Ouais. Ça voulait dire voilà un gros travail de aussi de partenariat avec des personnes en capacité d'apporter les connaissances scientifiques pour avoir les bonnes actions sur le terrain. D'accord. Malheureusement, Ange est mort en 2022. D'accord. Ange a été tué dans un accident de la route en 2022. Et là, s'est posé la question. Là-bas, à Madagascar? Oui, à Madagascar, oui. Voilà. D'accord. Il a été tué dans la capitale. D'accord. Donc là, c'est posé la question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah oui, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Judith, toute seule, sans les moyens spécifiques? C'est retrouvé toute seule. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et c'est là que Lionel, notre président, intervient, parce que Lionel était un ami de Ange et aussi voilà, et un partenaire professionnel. Et quand il est allé s'occuper là-bas de l'enterrement de Ange, de trouver le corps, de faire venir la famille, etc. Il a vraiment pris en main toutes ces opérations nécessaires et voilà, est vraiment très très dur. Et lors d'un décès, c'est toujours la partie horrible à devoir gérer. Quoi. On a la perte d'un être cher et on doit gérer tout l'administratif. Exactement. Et c'est vrai que là, comme c'était accidentel, voilà, il n'y avait rien, bien sûr, de préparé. Il y avait la distance aussi. Et puis, en même temps, voilà, il a été capable de prendre tout ça en main et puis de commencer à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il a dit, je prends le relais. D'accord. Et donc, voilà, il est devenu, après lui, le président de l'ONG. Et puis, depuis, il a continué à œuvrer avec Judith. Et moi, voilà, en 2023, quand je ne savais pas qu'il avait ce projet-là en parallèle. Quand on en a parlé, eh bien là, il m'a demandé si je voulais les rejoindre pour vraiment structurer au maximum tout ce qui était en train de se passer pour développer aussi la partie en France. Et c'est comme ça qu'on s'est rejoint sur. Ce qui fait que Lionel, donc Lionel Freysenon de son nom de famille, oui. Il est parti et il est resté à Madagascar? Non, lui, en fait, il fait des allers-retours aussi parce que il travaille à la fois en France et à Madagascar. Il dirige des sociétés dans les deux pays. D'accord. Donc, il est aussi souvent quand même la plupart du temps en France, pas cette semaine. Mais par contre, c'est pour ça qu'on a le plaisir d'être avec vous. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est que, et là, il m'a dit, mais je ne serai pas joignable. Donc, c'est vrai que voilà, au début, j'ai parlé de moi, mais je voulais vraiment aussi parler de lui, parce qu'on est parti, vous voyez, sur l'idée de cette histoire d'amour qui s'est transformée en une histoire d'amitié très forte aussi. Et puis maintenant, on est vraiment dans l'idée de... si je dis ça, on va peut-être dire que c'est galvaudé de parler d'esprit de famille, mais il y a l'idée qu'on est tous ensemble autour de ce projet-là. Et finalement, c'est aller peut-être encore plus loin que ce que Ange avait lui-même imaginé au départ. Je vois que semble-t-il, il y a une histoire de famille très forte, Anne, puisque pendant que je vous écoute, je suis aussi en train de jeter un œil au site web de la forêt retrouvée, forêt-retrouvée.com, avec deux E à la fin, pour ceux qui veulent aller voir. Et je vois effectivement qu'il y a Lionel Freysenon, vous, Anne,
mais il y a également donc Judith Oui, et la femme de Steya Hans. qui sont de la même famille, a Oui, priori. c'est là, Euh, voilà, exactement, parce que Judith est vraiment là, bon, on va dire, elle est directrice d'exploitation, et en fait, avec son frère, ils c'est s'occupent ça. tous les deux de gérer l'exploitation, la partie reforestation et agroforesterie, donc ça veut dire Ouais. les équipes aussi sur place. Oui. Et je vois une Camille Freysenon qui porte Camille, le même nom. Euh, c'est la femme de notre président, oui. D'accord, voilà, qui est impliquée aussi. Ok, bon, bah donc Oui, il y avait complètement sur les une belle, questions d'éducation. belle histoire de famille et d'amitié, superbe. Ok, Oui, et une histoire, là, je pense que Ange a son tombeau sur la forêt retrouvée, sur une des collines. d'accord. Et c'est vrai que, voilà, chaque fois que quelqu'un va à la forêt retrouvée, il va sur ce tombeau. Et il y a quand même l'idée que il a passé le relais. Il a passé le relais à Judith, bien sûr, et à Lionel. Et ils ont repris ce flambeau-là et ils ont réussi depuis à faire que, eh bien, on s'accomplit dans nos projets. Alors, la forêt retrouvée, c'est un ensemble de projets. Parlez-nous, Anne, un petit peu de tout ce parce que j'imagine qu'il y a les projets initiaux du départ Oui, qui étaient la reforestation, mais depuis, j'ai l'impression que vous avez ouvert pas mal d'autres choses. oui. Donc, parlez-nous un petit peu de tout ça et de plus important, comment on peut vous aider et de quelle manière, avec peut-être des dons, etc. Vous avez cité le mot fondation, donc a priori, c'est organisé maintenant sous forme d'une association et d'une Une ONG, ONG, une oui. fondation. Ouais, c'est ça. Ok, super. Eh ben, allez-y, Anne, racontez-nous un petit peu en détail. Alors, vous avez raison, la porte d'entrée, c'est l'arbre. Hein, D'accord. ça a été, voilà, on remet des arbres dans des zones où tout a été rasé par les cultures et par les feux. Très vite s'est posée l'idée de nourrir aussi, donc tout ce qui est lié à l'agroforesterie. Donc créer D'accord. ces écosystèmes qui permettent à la fois d'associer la plantation d'arbres et la culture de légumes et de fruits, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait des synergies de protection entre certains arbres et certaines cultures. Donc ça peut être aussi bien la protection contre le soleil et contre le vent. On est dans une Mhm. vallée aussi qui est ventée, mais Venteuse, d'accord. aussi garder l'eau, garder la fraîcheur, lutter contre l'érosion des sols, renforcer la qualité du sol aussi. Donc il y avait ce point-là. Mais c'est vrai que très vite, ils ont été confrontés au fait que, de toute façon, les arbres, ils se plantent pas tout seuls. Hein, il faut des gens. Et les gens qui viennent, il faut qu'ils aient accès donc justement à une nourriture de qualité. Il faut qu'ils aient accès à l'eau. Il faut qu'on leur permette d'être soignés. Donc, Ouais, pour de l'accès. vivre quoi. Tout ce qui fait la vie sur place. Et j'imagine que très vite, ça a dû aussi évoluer vers le côté formation. Il faut bien former les gens. Exactement. Il a fallu former les gens. Il y a aussi, donc vous allez, après je vais vous donner des détails. Il y a l'éducation, donc D'accord. et la santé aussi en plus. Donc ce qui veut dire que pour résoudre chaque problème, moi, on a dû mettre en face des projets qui apportent des solutions. D'accord. Donc pour l'accès à l'eau et une eau en plus potable, Ouais. voilà, il a fallu mettre en place des travaux pour avoir accès à un forage, ce que nous n'avons que depuis 8 mois à peu près, D'accord. 9 mois. Ok. Voilà, c'est la Fondation Luciole qui nous a accompagnés sur le Institut de France qui nous a accompagnés sur ce projet, parce que ce sont des projets qui demandent des moyens importants. Vous imaginez bien, pour faire venir une foreuse en brousse pour Ouais. forer il y avait possibilité jusqu'à 100 mètres. C'est vraiment profond. Oui, c'est pas. C'est En fait, les gens se rendent pas compte, mais j'ai déjà eu très technique. sur ce podcast et également une autre ONG qui intervient comme ça dans des pays qui Mm. ont du forage, et elle nous expliquait que tout prenait une ampleur complètement démesurée. Transporter du matériel Oui, au milieu de voilà de nulle part, c'est c'est très compliqué. très compliqué, très cher, très lourd. Enfin, Oui. Mais voilà, les c'est pas. routes ne permettent pas de toute Il y façon a, des y a pas de route, ouais, acheminements c'est ça. Ouais. simples, voilà, etc. Il y a les saisons aussi, des pluies qui font que ça peut pas être tout le temps. Ouais. Voilà, il faut aussi trouver l'entreprise qui a le matériel et les compétences techniques pour le faire. Exact, exact. Voilà, donc comme il y en a très peu, elles sont aussi très mobilisées par les grosses ONG mondiales.
Donc, il faut trouver sa place, il faut trouver le financement. Oui, de quelque chose qui, ici, on pourrait passer un petit coup de fil assez rapide pour avoir un devis. On programme ça dans 2 mois. Voilà, on s'étend sur 2 ans de mise en route. Voilà, entre la mise en route et le résultat final. Donc l'eau, voilà, ça a été réglé. L'accès à l'alimentation, une alimentation de qualité aussi. Donc donner du travail dans notre pépinière et dans nos champs, sachant que il y avait aussi la particularité, vous parliez de formation et aussi de sensibilisation, de se dire on est en train de dire à des gens d'abandonner leurs moyens de vie habituels, qui est la culture sur brûlis et de brûler des arbres pour faire du charbon. Et donc là, nous, on leur dit de planter des arbres qu'on va pas brûler. Donc, il faut leur dire pourquoi est-ce qu'on le fait pas et qu'est-ce qu'on met en face pour que ils continuent à vivre mieux. Enfin, nous, le but, c'était qu'ils vivent beaucoup mieux que ce qui se faisait actuellement. Donc, on a dû former sur tout ce qui est la lutte anti-incendie, parce que si on plante des arbres pour qu'ils soient brûlés quelque temps après, ça ne va pas du tout dans le bon cycle. Déjà que les incendies peuvent se déclencher aussi, un petit peu, accidentellement. Donc, il y a eu toutes ces formations-là, et maintenant, avec les communautés locales, on a ce fonctionnement aussi là vertueux qui fait que ils sont complètement associés à ce qu'on fait pour tous les projets. À chaque fois qu'on est sur place, et notre équipe sur place parle de tout ce qu'on met en route. Donc il y a maintenant une petite unité qui surveille, un petit peu comme nos luttes anti-incendie, qui surveille justement des départs de feu pour agir. Comme nous sommes on va dire pas équipés, puisque nous avons seulement des seaux et des bouts de bois avec des feuillages pour lutter contre le feu. Là, on a demandé, bientôt, on va avoir un partenariat pour créer notre petit QG anti-incendie, avec un petit matériel adapté et des formations, là aussi, pour que chacun sache lutter, à la fois pour nos équipes sur site, mais à la fois pour les villages autour, pour que hommes, femmes, enfants soient en capacité de réagir dans ces situations. Donc, nos ouvriers sur place, ils ont aussi accès à la santé, puisqu'on a un dispensaire et on en construit un autre là en avril. On a des partenariats avec le CHU de la Réunion qui nous permet, par le biais d'une association qui s'appelle TSIC, qui fait venir des médecins, donc consultation générale, gynécologique, pédiatrique, dentisterie. D'accord. Voilà. Donc c'est un vrai. En fait, vous êtes un véritable poumon de vie sur la zone sur laquelle vous êtes installé. En fait, ça rejoint, comme on parlait tout à l'heure, l'idée de petite ville, de communauté, puisque sur un même territoire, vous allez avoir l'outil de travail, vous allez avoir les populations qui vivent, vous allez avoir pour se soigner, vous allez avoir l'école pour s'éduquer. Tout l'écosystème, quoi. Voilà, l'eau, la lutte anti-incendie, et puis nous avons aussi notre maison d'hôtes, parce que on reçoit donc dans une maison d'hôtes entre 2 et 8 personnes, peut-être 10, voilà, ça dépend. Où on a notre brigade, on a notre chef, qui est un excellent chef, qui sait extrêmement bien cuisiner aussi bien la cuisine européenne que malgache. Donc ça, c'est un côté tourisme qui permet de financer les projets, les opérations de la forêt retrouvée. Alors, l'idée, c'est justement d'avoir des revenus, des entrées financières supplémentaires à celles que on essaye d'avoir aussi par les dons et les mécénats. C'est pour le moment, ça a été lancé il y a un peu plus d'1 an, donc c'est très récent. Mais on est très content parce que les retours, ils sont dithyrambiques sur la qualité d'accueil. Alors on n'est pas dans les lodges ultra luxe qu'on peut voir parfois, voilà, dans les pays côtiers. On est dans un
Un lodge où justement le luxe, c'est le fait d'avoir de l'eau, de l'électricité, d'avoir des chambres typiques, parce qu'on est dans un environnement malgache. Oui, mais on est connecté avec C'est ça. avec la terre, avec la nature. C'est ça. Voilà, Et on n'est pas dans un complexe ultra non, luxe voilà. et tout. C'est pas non plus l'objet. Non. A priori, la forêt retrouvée, on est vraiment sur la nature. Sur une Dire, authenticité d'expérience de vie, et c'est ce que disent les gens qui viennent chez nous, parce que notre équipe, elle va s'occuper d'eux vraiment, elle va les emmener aussi sur la pépinière, elle va les emmener voir les ouvriers. Je suis en train de regarder les activités, tout ça, ouais, super. La maison d'hôte. Voilà, elle va vraiment les emmener avec eux pour. Alors, il y a bien sûr de nombreux points de tourisme autour, tout ce qui est en termes de randonnée, de parcs, de chutes d'eau, voilà, des activités à Majunga aussi de bord de mer. Mais on privilégie quand même déjà ce qui se passe à la forêt retrouvée pour ceux qui ont envie de vivre justement dans. De voir et à la limite même de s'impliquer éventuellement. Ouais. Oui, et ça c'est voilà, je pense voilà, c'est quelque chose qui peut-être n'était pas prévu du départ, mais en tout cas qui a vraiment pris forme et qui est devenu très important aussi dans notre projet. Ça forme un tout avec le Oui. point de départ. Est-ce que vous avez les 135 hectares du Oui. début? Est-ce qu'ils ont été agrandis? Vous en avez racheté d'autres des terres? Non, on a la possibilité, il y a une réserve foncière on a une marge, je crois, jusqu'à 5000. Voilà, il y a une réserve. Pour le moment, je sais que régulièrement on remet ce sujet sur la table en disant est-ce qu'on va plus un peu de ce côté-là ou de tel autre, voilà, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut optimiser vraiment tout ce qu'on fait. Donc c'est pas exclu. Je pense qu'on va. Anne, comment ça s'achète les terres là-bas? À qui ça s'achète? Les terres appartiennent à qui? À des propriétaires terriens, à l'État? C'est comment? Alors là, c'est des terres qu'ils avaient achetées au Fuktan, on va dire, au village, à la communauté qui était sur place. Sur place, d'accord. Voilà. Et sans trop de difficultés, puisque c'était justement des terres qui ne permettaient plus de faire grand-chose, on va dire. Oui, elles étaient abîmées, quoi, on va dire. Voilà. C'est ça. Donc il y avait vraiment l'idée de se dire c'est un peu comme quand vous allez chercher le petit chat tout cabossé ou le petit chien tout cabossé à la SPA. C'est un projet de réhabilitation, quoi. C'est ça, exactement. Donc ça n'a pas posé de problème, je pense aussi parce qu'il y a Judith qui est malgache. Oui. Qui est local, qui est sur place. Exactement. Et puis qui a peut-être cette sincérité qui a été aussi perceptible du début. D'accord. Moi, je sais que les équipes, parce que on a plusieurs équipes, donc il y a une équipe qui s'occupe de la maison d'hôtes, une qui s'occupe des pépinières et de l'agroforesterie, et aussi de tout ce qui est un peu lié à la maçonnerie. Puisque par exemple là quand on va construire le nouveau dispensaire, mais on a aussi le projet d'un espace pédagogique, d'un atelier de mécanique parce qu'il faut qu'on essaye d'entretenir nous-mêmes nos propres véhicules, notre propre matériel. C'est très difficile de... Les 4x4, les camions. C'est ça, exactement, pick-up, camion, et puis après motopompe, les voilà, outils. exactement, tout ça. Et puis on a l'équipe Atana qui est l'équipe de communication et où il y a mon bras droit, Jessica, qui avec qui je suis en lien, on va dire. Bon. Vous-même, Anne, vous êtes en France? Alors moi là je suis à Montpellier, en France. D'accord, Montpellier. Okay. Voilà. Et puis bien sûr je suis allée sur place aussi, mais oui c'est pas possible de ne pas y aller d'abord parce que il faut y aller pour. Après, vous savez, c'est comme la mayonnaise, plaf, tout prend, et vous avez tout compris. Mais c'est vrai qu'on limite aussi les déplacements parce que, bien sûr, on pourrait y aller tout le temps, mais d'abord quand on y va, voilà, moi je suis restée 2 mois. Voilà, Lionel aussi, il essaye quand il y va de rester que le voyage.
Pas voyager pour rester une semaine ou deux, quoi. C'est pas. C'est ça, exactement. D'y aller vraiment pour un temps assez conséquent par rapport à des moments un peu critiques aussi, où il y a des choses un peu à mettre en place ou à booster sur place aussi. Bon, à la fois parce que ça serait ridicule de voyager tout le temps, et puis parce que simplement sur un budget d'une ONG, des allers-retours à Madagascar, c'est des voyages qui coûtent particulièrement cher. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une destination qui est dans les vols à 25 € de EasyJet ou je ne sais qui. Ouais. Non, c'est du tout. Et puis sur place aussi, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans la capitale, vous n'êtes pas du tout arrivé. Vous avez 17 heures de voiture de brousse si vous voulez arriver en voiture. Wow. Voilà. Et si après vous voulez encore vous déplacer plus vite, il faudra peut-être aller prendre un avion, mais à ce moment-là, ça sera encore autre chose. Donc voilà, si vous voulez fonctionner, on revient au monde de l'entreprise. Voilà, on a des budgets à tenir. Bien sûr. C'est comme une entreprise, il y a un budget de fonctionnement. C'est pareil. Annuel, voilà, bah oui. On a des dynamiques des dynamiques de groupe, des dynamiques de projet, on a des objectifs. On a pareil la recherche de revenus. Alors oui, on vend pas, on ne fait pas vraiment de commerce. Alors on a un petit peu la maison d'hôte en prestation de service, on peut dire. Mais c'est vrai que on est obligé de fonctionner d'une manière aussi où voilà, l'argent ne coule pas comme l'eau qui sort du forage. Anne, ça me fait penser à quelque chose qui est souvent le paradoxe des associations ou des ONG, c'est finalement on a besoin d'argent et on utilise assez peu les techniques du business classique pour justement générer de l'argent. Et on est beaucoup en train de fonctionner avec des dons, alors que finalement savoir générer du business, ça serait super important pour les ONG, quoi. Vous ayez le droit de le faire d'ailleurs. Il n'y a pas de restriction, justement. On reverse sur le sujet un peu juridique. Une ONG a le droit de faire du business, non De toute façon, nos sources de financement, on est obligé de les diversifier. Oui, vous avez des aides un peu de l'État là-bas ou pas du tout? Je cherche pour pas dire de bêtises, mais pour moi c'est non. Non. Ou alors c'était avant que j'arrive. C'est négligeable, quoi. Voilà, en termes de ressources financières, non. On a des partenariats forts sur place et qui sont absolument nécessaires. D'abord avec les communautés locales, parce que si on n'est pas associés ensemble, voilà, il n'y a plus de sens. On travaille avec l'université de Majunga, avec le département botanique, et la responsable de ce département botanique, d'ailleurs, vient d'être nommée responsable nationale pour la recherche malgache il y a quelques jours. Elle est aussi référente dans l'océan Indien, elle vient en France, elle travaille avec le Muséum d'histoire naturelle. On travaille avec elle parce que avec un de ses étudiants doctorants, on fait un catalogage de notre territoire, donc un relevé de la biodiversité. Parce que justement, on vous parlait de toutes ces espèces végétales inconnues et endémiques. Nous, sur notre terrain, c'est pareil. Il y a des espèces végétales, c'est pas ce que c'est. Donc, on a ce travail-là avec l'université. On va continuer à travailler avec eux, puisqu'en octobre, ici à Montpellier, on va participer au Euro-Africa Water Days, qui est une biennale sur les questions liées à l'eau, notamment. Pas seulement d'ailleurs qu'en Afrique, mais dans tous les pays, parce qu'il y a l'Afrique à qui on pense en premier quand on pense aux problématiques d'accès à l'eau, mais on trouve des situations similaires vers Perpignan depuis quelques années, voilà, dans les arrière-pays où des communes sont coupées d'eau potable pendant des mois. Mais on a des choses similaires au Canada, par exemple, et là, ça étonne encore plus, parce qu'on se dit quand même, mais c'est parce que eux, à l'inverse, des zones qui dégèlent, on va dire, font que ils peuvent plus circuler correctement là où les terres étaient gelées, et ça libère des bactéries dans le sol qui font que l'eau qu'ils avaient l'habitude de boire n'est plus potable.
Ouais, Voilà, c'est ça. Donc, ces thématiques-là, donc, on est entouré de scientifiques. J'ai rencontré aussi récemment le responsable de la chaire complexité de l'UNESCO, donc Lionel Scotto de la Polonia, qui justement fait partie de ces personnes qui mettent en lumière la complexité des problèmes auxquels nous devons faire face. C'est pas juste le problème de l'eau ou de la hausse de la température, c'est justement cette intrication de toutes ces difficultés. En fait, c'est un peu comme une pelote de laine. Quand vous commencez à dérouler le sujet, vous tirez tous les autres sujets. Il y a plein d'implications dans tous les sens. Exactement. Bon, avec Madagascar, on a étoffé notre réseau avec les représentants des communautés locales, comme par exemple le préfet aussi, les ministères. En France, comme vous parliez de recherche de financement, donc on peut avoir des dons dans le cadre de 1% pour la planète, puisque on est référencé chez 1%. Membre, hein, c'est ça, oui. 1% pour la planète. Voilà, exactement. On est aussi, on a été repéré, on va dire, par quelques fondations comme ça pour nous accompagner sur des projets bien spécifiques. Mais vous avez raison que on n'est pas dans cette idée, nous en tout cas, de juste attendre qu'on nous donne, qu'on nous fasse des dons. Alors on en a besoin, c'est vrai, mais justement pour faire un marchepied. Pour avoir des fonctionnements complémentaires. Donc il y a la maison d'hôte sur place qui permet d'avoir des rentrées d'argent en euros, parce que en Ariari c'est pas très intéressant pour nous. Oui. 1 euro c'est 5000 Ariari, pour vous donner le niveau de change. Et puis le salaire moyen d'un ouvrier agricole c'est 40 euros par mois. Donc, vous voyez bien, ce ne sont pas les Malgaches qui viennent chez nous. Effectivement, je réfléchis à ça parce que je voulais vous parler de ça, Anne, justement. J'ai un contraste, je vous entends parler, me raconter le Madagascar qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les terres, l'exploitation, etc. Et en fait, moi, j'ai une connaissance de Madagascar qui est un espèce de contraste assez fort, parce que moi, j'évolue dans l'univers de la tech. Des technologies, et en fait je connais entre guillemets un certain nombre d'entreprises et de malgaches qui évoluent dans ce qu'on appelle des plateaux, des sociétés offshore de développement informatique, etc. Et ça me fait un gros contraste, vous voyez, entre je vois là, vous êtes impliqué dans les terres, à la reforestation, etc. Et puis moi, j'ai la seule connaissance que j'avais de Madagascar, c'était ces plateaux de développeurs avec un très bon rapport qualité-prix, évidemment. Mais vous voyez, une opposition entre la tech un peu dans les villes, grandes villes, et puis vous, ce que vous êtes en train de faire. Il y a une grande ville, voilà, c'est la capitale, c'est Tana, Tananarive, ou Antananarivo, il y a plusieurs orthographes. Madagascar, c'est 33 millions à peu près de personnes, et l'âge médian, c'est 19 ans. C'est ça, donc, c'est fou, quoi. Nous, l'âge médian en France, je crois, c'est 47. Voilà. Donc, évidemment, c'est une population très très jeune. À Tana, on voit cette cette jeunesse, mais on voit aussi cette capacité d'émergence. Moi, je suis allée sur un salon professionnel, dans 2 salons comme ça. Bien sûr, des gens avec des compétences et qui vont à l'université, comme dans mon équipe, elles ont toutes des bacs plus 4. Il y en a, bien évidemment. Le problème après, c'est qu'il faut qu'elles trouvent les entreprises où elles vont pouvoir. Et en dehors de la capitale, après, des aspects hôtellerie aussi, où il peut y avoir plus de débouchés, c'est énormément centré sur l'agriculture. C'est ça. Et c'est souvent que les personnes qui naissent dans un milieu agricole restent dans un milieu agricole. C'est difficile d'aller aussi à l'école. Vous arrivez à vendre des produits des exploitations de forêt ou pas du tout? Non, alors, nous, la forêt... ça ne sert pas à être vendu après, on est d'accord. Vous n'êtes pas dans une exploitation de ce type-là. Nous, on non. est là pour replanter, pour recréer les forêts. C'est vrai qu'il y en a qui
qui nous ont proposé de reforester pour exploiter le bois. Nous, c'est pas notre but. C'est replanter avec tout l'impact biodiversité qu'on peut penser et climatique aussi, mais paysager aussi, parce que quand vous avez des zones qui sont simplement arasées comme ça crée pas du tout les mêmes environnements pour les populations. Par contre, sur tout ce qui est alors culture vivrière, c'est essentiellement centré sur nous, mais on a des possibilités, par exemple avec les piments, de pouvoir les vendre, ce qui reste quand même à la marge. Et on a un projet un petit peu plus grand, complexe aussi, qui est de produire des huiles essentielles. D'accord. Parce que ça, on peut se le faire acheter par des entreprises françaises, par exemple. Et là, une huile essentielle vient de plantes, d'arbres. Oui, voilà, ça pourrait être du moringa, par exemple, voilà comme huile. Il y en a une autre, c'est du titri, par exemple. Ce qui est une plante qui est pas sûr qu'on puisse développer nous sur notre zone, parce qu'il y a tout ça aussi après. C'est que après il faut avoir des rendements suffisants pour que ça vaille la peine, qu'on puisse extraire de l'huile et qu'on la revende. Donc ça, c'est des projets qu'on étudie depuis l'année dernière. Et c'est ça la particularité, je pense, aussi, c'est que on est obligé de s'inscrire dans un temps long sur certains, dès qu'on touche à des questions, on va dire agricoles, par exemple, ou environnementales. On n'a pas la même... voilà, on peut pas avoir les mêmes étapes qui se déroulent de manière aussi rapprochée que si voilà on fabriquait par exemple quelque chose. Bien sûr, là on est sur des projets, de toute façon, des projets d'environnement, Oui. de reforestation, donc on n'est pas sur du 3 ans, 4 ans ou 4 mois, quoi. On est sur des dizaines d'années. Il faut se dire, si je plante là, voilà, est-ce que j'aurai une récolte suffisante la première année? Non, la deuxième peut-être, on verra donc la troisième, et à ce moment-là, et donc c'est pas parce que c'est long et compliqué qu'il faut pas le faire. Mais c'est ce qui explique qu'on a besoin de, en attendant, trouver des financements intermédiaires. C'est ce que je vous disais de monter la marche, hein, de passer de niveau en fait, pour nous permettre d'être aussi après dans une autonomie financière. En France, voilà, là on a commencé depuis peu, mais moi voilà, je propose des conférences aussi sur des questions liées par exemple à l'éco-anxiété. Mais comment est-ce qu'on fait pour réagir par rapport à des situations qu'on estime qui nous submergent ou dont on a l'impression qu'on pourra de toute façon rien faire. Mais on propose aussi des actions en France pour aider à mettre en commun des solutions par rapport à des problématiques qui ont été, par exemple, vécues à Madagascar. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme solution? Et nous, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Et là, on est dans de l'intelligence collective. On est dans du partage d'expériences, on est dans une forme de mentorat, on va dire, parfois, quand voilà, il s'agit de personnes. Et c'est ça qui nous intéresse de faire comme pont. Pour dire que les problèmes qui sont loin, c'est des problèmes qui nous touchent déjà ou qui vont nous toucher. Je suis en train de jeter un œil à quelque chose qui est très important, c'est la page de don, hein, faire un don. Oui. Donc je vois que vous fonctionnez avec Hello Asso là, Oui. donc parfait. Ok, donc on peut effectivement faire un don. Ok, nickel. Oui, c'est simplifié. Voilà, pour ceux qui peuvent aller sur notre site internet, c'est simplifié pour les dons uniques ou les dons récurrents. Voilà, il y en a qui s'abonnent aussi à notre newsletter et après qui deviennent des donateurs récurrents. On a vraiment... il faut maintenant penser à la forêt retrouvée comme une petite oasis qui s'étend. Voilà, qui permet finalement à des gens de vivre de leur travail, du fruit de leurs efforts, de recevoir d'autres personnes, de les informer, de lutter contre le feu, d'envoyer les enfants à l'école, d'aller se soigner. C'est vraiment un effet boule de neige en fait. Hein. Oui. C'est ça qui est vertueux, c'est que là il y a bien une histoire d'amour au départ Oui.
qui a créé un véritable écosystème et qui est tout à l'honneur effectivement de reforester. Ça c'est hyper important. Et puis alors j'imagine que évidemment l'activité économique du pays continue par ailleurs à exploiter les autres endroits de Madagascar au niveau des forêts. Mais il continue la destruction beaucoup. Ou il y a des alors, il y a une prise de conscience du gouvernement depuis peut-être une petite dizaine d'années. D'accord. Mais c'est vrai que il y a aussi des richesses minières. Voilà, il y a aussi le fait que le problème, c'est aussi l'urgence. Quand vous avez besoin de manger tous les jours, c'est très difficile de vous dire non, il faut que tu attendes 3 ans avant de. Donc, c'est pour ça que nous, on avait vraiment. Il a fallu que y ait la solution, on va dire, à l'action, en disant on fait ça. Mais puisque finalement on va à l'encontre de ce qui se fait actuellement pour être en état de survie, on va proposer justement du travail et puis plus encore. Voilà, une vie de qualité, un environnement aussi de qualité, des perspectives pour les enfants. C'est ce que vous avez évoqué, Anne. Oui. C'est l'environnement, les terres, c'est l'éducation, c'est Oui. voilà, c'est ce tout-là, Et- l'alimentation, enfin Oui. évidemment qui va avec. Donc c'est ce tout qui constitue le projet finalement de la forêt retrouvée. Oui, et je disais les partenariats, voilà, sur place pour fonctionner au plus près aussi des entreprises qui sont autour de nous. Et puis là, on a par exemple dans quelques semaines une jeune bénévole qui va partir. Elle va voir comment est-ce qu'on peut organiser sur place une petite crèche, une sorte de mini preschool pour que les femmes elles puissent aller travailler plus facilement parce que elles ont aussi ce problème-là. Ah oui, c'est ça. Après, comment on peut aller travailler si on doit s'occuper des enfants? Bah oui. Je vous donne un dernier exemple pour vous dire parfois les solutions pour on pense à un problème, on pense à une solution et en fait on débloque autre chose. Et ça aussi en entrepreneuriat, on aime bien le double effet des solutions. Tout à fait, tout à fait. On avait le problème à l'école que les enfants ne venaient pas. Bon, ils marchent au moins 2 heures pour venir à l'école. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye de faire financer un bus scolaire pour éviter qu'ils aient à marcher. Et donc ils étaient aussi très fatigués pour venir à l'école. Les résultats dans notre école n'étaient pas très bons jusqu'à présent. On a mis en place une cantine scolaire, donc je dis ça pour qu'on voit ce que c'est, mais c'est voilà juste dehors, une dame qui vient et qui prépare des repas avec du riz et puis souvent des breads, des légumes, etc. qui vont avec. D'accord. Les parents, sachant que les enfants allaient manger, ils ont envoyé les enfants à l'école déjà. Parce que les enfants, ils mangeaient déjà le repas de midi au lieu de... C'est ça. Voilà. Ensuite, les enfants, comme ils n'avaient plus à faire un aller-retour le matin, repartir, revenir, etc., ils étaient en meilleure forme l'après-midi. Ils écoutaient mieux les cours. Donc, ils ont des meilleurs résultats. Et ils ont aussi redécouvert le fait de jouer. Parce que maintenant, ils ont du temps à l'école et après, ils peuvent jouer, faire une récréation. Ils ne sont pas simplement épuisés. Cercle vertueux. Tout est... Voilà, juste avec du riz et des légumes. Comme quoi, c'est super important. Et j'avais envie, Anne, de vous demander quelque chose lié à la technologie, la tech, l'Internet. C'est comment les connexions Parce que normalement, l'accès à Internet est aussi l'accès à la connaissance, à l'éducation, tu vois. Enfin, je dis oui, mais c'est bon. Super, c'est hyper important ça. Super question. Alors, avec mon équipe Atana, ils sont connectés voilà, vraiment correctement. Parfois, c'est les coupures d'électricité qui posent problème parce qu'elles sont quotidiennes. Donc dans la capitale, coupure d'eau et coupure d'électricité, c'est quotidien. Et quand je dis quotidien, c'est 5-6 heures selon les quartiers, voire 8 heures selon les quartiers. Donc si vous êtes dans le quartier où il y a les hôpitaux, enfin là nous on est, il y a beaucoup moins de coupures et on a aussi un groupe électrogène pour permettre de pallier, voilà.
Il n'empêche que parfois on a quelques petits problèmes, donc ils sont habitués à beaucoup se débrouiller. Alors des fois on rebascule un peu sur WhatsApp quand on n'est plus en visio. Bon, des fois on coupe l'image pour voilà restreindre la bande passante. Voilà, c'est ça. Donc voilà. À la forêt C'est de la retrouvée, connexion, Anne, c'est de la connexion genre télécom, satellite, il y a internet. les deux, il y a les deux, mais maintenant nous on a la connexion satellite. D'accord. Parce que justement, à la forêt retrouvée, on était sur le réseau Orange. Euh, on a fonctionné un certain temps comme ça, mais en brousse, on avait quand même pas mal de Ouais. difficultés. Et on s'est retrouvé, alors avec la difficulté de communiquer avec les équipes, ça c'est clair, mais aussi quand on a lancé la maison d'hôtes, nos hôtes, bien qu'ils veuillent à tout prix être dans Déconnecté. c'est ça. Enfin, voilà, ils sont contents, voilà, ils sont contents d'être dans l'authenticité du lieu, mais souvent, ils ont besoin de vérifier un billet d'avion, de rassurer un Bien sûr. parent, des petites choses comme ça. Donc le fait qu'on ait le satellite maintenant à la maison d'hôte, alors ça a déjà permis à notre clientèle d'être on va dire sereine. Pareil, tous les visiteurs médicaux que nous avons, les médecins, tout ça, ils sont rassurés quand ils arrivent, qu'ils puissent se connecter rapidement pour avoir accès à leurs données, etc. Et je pense aussi que oui, ça a donné un petit, un coup de pouce aussi peut-être pour certains de venir en se disant qu'ils pouvaient aussi travailler sur place. Sur place, oui. Limite, c'est pas plus mal parce que potentiellement, ça peut permettre des séjours plus longs, donc Exactement. qui vous ramènent plus de finances, plus Oui, de budget. Donc c'est-à-dire que ouais, comme les lieux, vous avez compris, se déplacer c'est très long. Il y en a ici se disent oh là là il me faut 2 jours pour arriver à la forêt retrouvée, ouais, voilà. Alors que là il peut se dire il me faut 2 jours, mais comme je peux y rester 5 jours en vacances, 5 jours bien pour sûr, travailler, bien sûr. Ouais, voilà. ça Et permet d'avoir effectivement une clientèle qui est plus intéressée on par ça. donne de la flexibilité en fait aux gens, D'accord. Et voilà. c'est genre la version satellite genre d'Orange ou c'est Starlink? C'est C'est quoi le... Starlink, C'est oui, Starlink, ouais. Moi oui, j'ai aussi une Starlink. D'accord. Ok. Ouais, mais oui, oui. c'est hyper. Moi ça fait quelques années maintenant, 3 ans que j'ai du Starlink. Et pourtant je suis en ville, enfin Oui. en région parisienne, mais j'étais parti en vacances avec zéro connexion. Ah, oui, En France, hein, en oui, oui, Bretagne, pas de connexion et ça a été un enfer dans ma situation d'être oui. déconnecté, que je me retrouvais sur les parkings des grandes, Ah oui. vous voyez, la nuit à 22 heures, avoir un petit peu de 5G, c'était la catastrophe au niveau de mon et que pour le coup, je suis rentré, j'ai acheté l'antenne Starlink qui en plus fonctionne de manière locale Ouais, à mon domicile, à mon bureau, mais je peux prendre l'option nomade, en tout oui, cas sur le territoire France. Et alors, bon, c'est plus cher, mais je peux oui. être connecté partout en France, quoi. Donc j'ai pris ça, Starlink, c'est très bien. Mais ça, pour nous, ça marche très bien à Tana, dans la capitale, et aussi en Brousse. On doit reconnaître que ça nous a facilité le travail en termes justement de gestion à distance, Bien sûr. d'information, et puis oui, pour rassurer des fois des clients qui veulent bien être en Brousse et en même temps ont une petite appréhension Oui, aussi. puis en Voilà. plus, j'imagine que bah, vos clients, ils ont de la famille, des enfants, des Oui, proches avec qui ils veulent rester en contact ou communiquer, etc. Et oui, donc, bah, c'est un stress en moins de se c'est dire, ça. bon, bah, il y a des moyens de communication, quoi. Même s'ils n'utilisent pas au sens, voilà, comme s'ils étaient chez eux à Bien sûr, 100%, etc. bien Parce sûr. que justement, ils sont pris par le lieu, donc ils vont se Ouais, détacher, mais ils ont cette petite réassurance. Et ça, en termes d'offres clients, oui, c'est euh, bien. voilà, Ah, c'est c'est bien, bien. c'est bien. Bon, Mm. bah Anne, on a fait, moi j'ai découvert la forêt retrouvée. Alors ça se dit la forêt retrouvée, mais le Oui, site web c'est forêtretrouvée.com oui, avec forêt-retrouvé.com. point .com, Voilà, donc oui, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. oui. Euh, Très content d'avoir découvert cette ONG, cette organisation. Merci Bravo. beaucoup, Bravo Anne merci pour ce vraiment. travail que vous faites, c'est génial. Je trouve ça extrêmement intéressant et puis j'aime bien ce que vous évoquez, le fait
d'être ancré dans la terre et de faire tout ce qu'il faut au niveau local, sur le plan de l'éducation, de l'alimentation, de la reforestation. C'est un tout, quoi. C'est pas, voilà, ça s'inscrit de manière vraiment, j'allais dire collégiale et avec un écosystème. Donc c'est ça qui est Nous aussi, on est un écosystème. Exactement. Yes. Bon, bah c'était super. Je vous remercie, Anne. C'est moi. Transmettez, on va faire un maximum de bruit et on va mettre du coup de projecteur sur la forêt retrouvée. Vous pouvez en parler également à toute l'équipe et puis avec grand plaisir. Mais moi, dès que vous m'envoyez quelque chose et tout, et voilà, je communiquerai aussi dessus. Enfin, je leur donnerai les infos et tout. Et on va faire découvrir ça. On va n'hésitez pas. Et si un jour vous voyagez à Mada, appelez-moi et on vous organisera vraiment au mieux. Vous verrez, on a vraiment tout le monde sur place pour aller vous chercher, vous amener. Pour la petite histoire, vous savez que moi j'ai une entreprise avec des équipes qui sont sur Montpellier en fait. Ah bon? Oui. Alors quand il y a eu la période du Covid, on a arrêté les bureaux parce qu'on avait des bureaux, mais quand on est tous partis au Covid, tout le monde était en télétravail. On a dit ok, ça suffit, les bureaux qui servent à rien, qui étaient vides. Donc on a stoppé les bureaux, mais le gros de mon équipe qui est un peu partout dans le monde, le gros de l'équipe est à Montpellier. D'accord. Et où à Montpellier? Nous on était du côté de la zone du millénaire avec, vous savez, le Cap Oméga, toute l'incubation. Moi j'habite à Antigone, alors vous voyez. Pas loin. Donc vous voyez, donc Montpellier c'est un petit peu. Peut-être je vous verrai à Montpellier avant de vous voir à Madagascar, c'est ça que vous. Exactement. Il y a des chances qu'on puisse se croiser. Ah mais ça serait cool, franchement. Je vous invite avec plaisir. Moi évidemment, je suis beaucoup à distance, en remote, en télétravail, parce que moi je suis moi-même stationné sur la région parisienne et on a des équipes comme ça un peu partout. Au plus loin qu'on ait été, on a même été jusqu'en Chine. Donc là maintenant on est revenu, mais on avait une partie de l'équipe en Chine. Donc on est chez nous très habitué à fonctionner en remote, en télétravail à distance avec les équipes. Ah mais donc, c'est vrai. Toujours un petit pincement pour Montpellier parce que c'est quand même une zone très attractive pour nous, pour l'écosystème des startups, de la tech, d'internet. Absolument. Oui, ça continue d'ailleurs. C'est une super zone. En fait, c'est une ville qui a cet attrait-là en termes justement de start-up, de recherche, on va dire, en matière de technologie médicale aussi, etc. Le vivant et tout. Et en même temps, c'est taille très humaine. Et c'est vrai que c'est très réputé, mine de rien, pour les zones, toutes les zones d'éducation, les grandes écoles, les universités, sur la santé, etc. Il y a beaucoup de choses, tout à fait. Donc voilà, donc petit clin d'œil à la fin. Voilà, c'était donc Anne Medina, directrice des opérations sur la forêt retrouvée. Merci Anne pour ce temps et ce coup de projecteur sur la forêt retrouvée. C'était top. Moi j'ai appris plein de choses. Écoutez, merci de la qualité de votre écoute et de votre accueil. Merci Anne, à très bientôt sur les réseaux comme on dit. Et puis donc pensez-y, la forêt retrouvée, forêt-retrouvée.com, faites un don. On est sur la semaine du podcaston, donc on découvre des associations et on soutient les initiatives comme la forêt retrouvée. À bientôt. Ciao. À bientôt, merci. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.